J'ajoute que Philippe est enseignant et chercheur au sein du laboratoire IPROS de l'École d'architecture de Paris-Belleville. Et on lit dans les titres de ses enseignements, je pense, l'origine et sans doute le moteur de ses observations et de ses méthodes d'approche du projet patrimonial. Architecture de guerre, mémoire, contexte et création, patrimoine et projet, de l'art de la transformation. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, Philippe. Vous avez 1h30, j'espère, pour nous instruire et nous faire bouger. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Alors d'abord, je tenais à vous remercier, ainsi que Benoît Melon, de m'avoir invité à prendre la parole, parce que c'est toujours une occasion de s'interroger sur ce que l'on fait, comment on fait, sur sa pratique, en un mot, et de reformuler des questions et d'essayer d'y apporter des réponses. Vous avez insisté, d'ailleurs, je dévoile non pas un secret, c'est un secret de polichinelle, mais vous avez insisté pour qu'on se rencontre au préalable, parce que vous souhaitiez m'expliquer le sens de vos attentes quant à mon intervention, et j'espère, du coup, répondre à ces attentes. C'est l'avenir qui nous le dira. Le titre, alors, Le Rouge et le Noir, évidemment, c'est un titre que tout le monde connaît, ça n'est pas mon titre, c'est Stendhal. Pourtant, ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai choisi ce titre. Ce n'est pas non plus pour le code couleur qu'on peut être amené à utiliser le rouge et le noir pour traduire simultanément l'existant et le neuf. Ce n'est pas non plus, comme l'a rappelé mon ami Jean Mouly, présent à Sol, ce n'est pas non plus pour mon intérêt pour la chose militaire. Vous savez que les couleurs du génie militaire sont le rouge et le noir. Non, c'est pour une autre raison. C'est pour vous parler d'un territoire. Pour vous parler d'un territoire, parce que quand vous m'avez appelé pour me proposer cette intervention, Béatrice, je me suis dit que j'avais peut-être là l'occasion, la chance de pouvoir mettre en relation étroite des projets à partir d'un territoire. Et parce que finalement, ces projets ont une relation très étroite que j'ai découvert, en fait, en chemin faisant. J'y reviendrai un peu plus loin. Donc, ces deux projets, vous l'avez dit, la Cité des électriciens d'un côté et l'Anneau de la mémoire de l'autre, c'est pour parler d'un territoire où il y a deux matières que l'on extrait du sol, un territoire au sens un peu large, qui sont d'une part l'argile pour fabriquer des briques et d'autre part le charbon, qui va être une ressource, une matière première très importante dans le cadre du développement de la révolution industrielle, bien évidemment. Donc, deux matières premières qui ont chacune une couleur propre, mais j'aurais pu aussi choisir ces couleurs pour d'autres raisons, sur lesquelles je vais revenir également. Alors, je ne veux pas faire trop de secrets, sinon ça va être compliqué. En tout cas, ces deux projets sont situés sur un seul et même territoire, on va voir pourquoi, dont la géologie, en fait, a décidé du destin, comme d'ailleurs de la vie des êtres humains, la vie ou la mort, hein, au fond. La géographie fonde toujours l'histoire d'un territoire, mais là, on voit que la géologie fait de même, elle va plus loin, elle est dans un temps encore plus long, et c'est sans doute le point de départ d'une manière de construire et donc de penser l'architecture que de s'intéresser de nouveau à la géologie, à ce qui constitue ce qui se trouve sous nos pieds, quand ça n'a pas été bitumé ou quand ça n'a pas été bétonné. Je n'ai rien contre le béton, et je vous en aurai un exemple, mais effectivement, quand le sol est là, il nous parle. Il nous parle d'une certaine façon d'un temps long, et donc c'est ce rouge de l'argile et ce noir du charbon, mais qui pourrait être, s'agissant aussi des deux projets que je vais présenter, le rouge du sang et le noir de la mort, ou encore, pour parler d'architecture contemporaine, le rouge de la tuile vernissée ou le noir du béton. Donc, deux couleurs qui m'ont inspiré, et comme Béatrice a insisté sur le fait qu'il était important, m'adressant pour une partie à un public de chaillotins, comme on dit, de chaillotines et de chaillotins, il était important que j'essaye d'expliquer ma manière d'aborder ces projets dans des territoires particuliers. Et je reviendrai en quelques mots sur le fait que pour moi, ayant démarré comme chercheur, la recherche, elle fait partie pour moi d'une manière de questionner un territoire, un programme, et donc de poser les bases d'un projet. La recherche, ça veut dire toujours se baser sur un corpus, ça veut dire se baser sur des sources, ça veut dire se baser aussi, passer systématiquement par le biais d'une analyse. Mais une analyse qui n'est pas quelque chose que l'on range une fois qu'on l'a terminé, mais quelque chose qui continue d'être opératoire une fois qu'on est en projet.
Ensuite, la pratique, l'enseignement, pardon, et l'enseignement, je pense que là, peut-être ce qui est le plus aidant dans l'enseignement, c'est que finalement, ça oblige l'enseignant à pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du récit, c'est-à-dire une manière de raconter ce que l'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Enfin, la pratique, je suis parti du patrimoine avec la citadelle de Belle-Île-en-Mer, et évidemment, le patrimoine, un patrimoine comme celui-là, a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que l'on est confronté de fait à une forme de pérennité, et on n'a que ce mot à la bouche aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on emprunte toujours les bons chemins, mais c'est un autre sujet. En tout cas, on a toujours ce mot à la bouche, et quand on se retrouve face à une forteresse de Vauban, quoi de plus pérenne? Ensuite, on se retrouve face à une logique d'économie de moyens, systématique, de recherche, d'optimisation, pas au sens fiscal, mais au sens constructif du terme. Et enfin, on se trouve toujours placé dans ce qu'on appellerait dans certains domaines un circuit court, c'est-à-dire une manière d'utiliser des ressources naturelles disponibles localement. Ça n'interdit pas de temps en temps d'avoir affaire à d'autres matériaux qu'on fait venir par des voies autres, mais prioritairement, on cherche à se servir de ce qu'on a sous la main en termes de matériaux. Et donc c'est pour cela que cette pratique, ma pratique qui a débuté sur ce type de site, elle s'inscrit de fait dès le départ dans l'espace et dans le temps. Alors vous me direz, c'est des mots un peu généraux, des mots un peu valises, mais je vais essayer aussi à travers cette présentation d'exemples d'en dire un peu plus. Alors la question posée du monument au paysage, pour moi, c'est évidemment s'inscrire dans le temps, dans une chronologie d'événements, mais aussi dans une mémoire des lieux. C'est aussi s'inscrire dans l'espace, dans un contexte matériel, qui commence avec une topographie, une hydrographie, mais aussi un paysage. Alors, le mot paysage, il peut être utilisé plus particulièrement pour parler d'espace naturel ou d'espace cultivé, mais on peut parler de paysage architectural, on peut parler de paysage urbain, et évidemment de paysage naturel ou cultivé. Enfin, une autre chose qui me semble toujours très importante, c'est de tenter, quoi qu'il arrive, d'entrer en dialogue avec cet existant qui est là, qui peut être un existant géologique, qui peut être un existant bâti, qui peut être un arbre qui se trouve là, essayer d'entrer en dialogue à travers la matière et les matériaux que l'on va utiliser, leur mise en œuvre, ou, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les critères à la fois, la géométrie, la manière d'ordonnancer les choses sur un site qui est déjà constitué. Donc, je voulais revenir sur cela parce que c'est évidemment pour moi un peu un guide, une manière de se poser les questions qui était, je dirais, naturelle, entre guillemets. Rien n'est vraiment naturel. D'ailleurs, mon prédécesseur l'a bien montré. Ces paysages magnifiques sont toujours des paysages qui ont été cultivés, qui ont été travaillés, où il y a une part d'intelligence humaine considérable qu'on a fini par oublier et que, fort heureusement, on redécouvre. Elle pourrait nous être très utile, je pense, si on savait s'en servir et si tous et toutes voulaient s'en servir. Mais vous m'avez aussi posé la question, Béatrice, de l'évolution d'un point de vue, d'une manière d'aborder les choses. Alors je me rappelle avoir été, comme certains d'entre vous, sur les bancs de cette école où j'ai rencontré il y a bien longtemps Michel Janssen, qui me fait le plaisir d'être présent parmi nous. Et il y avait des questions monumentales, des questions de restauration, des questions patrimoniales, qui étaient face à une période, je dirais, et ça relève de la question que vous posez dans votre programme, quid de la dialectique récurrente entre tradition et modernité? Alors, ces questions, on se les posait avec les outils de l'époque, dans une époque, puisque ça fait quand même un petit peu de temps que je suis passé par les bancs de l'école, où prévalait quand même encore très lourdement ce qu'on appelle la table rase, tout simplement. On rase et après on voit ce qu'on fait. Donc cette pratique de la table rase, il me semble qu'elle vit ces derniers jours, enfin je l'espère en tout cas. Je pense que cette dialectique récurrente entre tradition et modernité, elle est dépassée, elle est obsolète. Il y a une idéologie de la rupture qui est sous-jacente, qui ne fait plus sens. Et évidemment, je lui préfère pour ma part la recherche patiente de l'inscription dans le temps et dans l'espace. Mais je crois que c'est pas moi qui vais faire ça tout seul, évidemment, c'est plutôt que le XXIe siècle vit un changement total de paradigme.
On est en train de passer de cette table rase, cette logique de la table rase à une logique de transformation. En fait, on ne fait qu'un retour au siècle d'avant, c'est-à-dire que le XXe siècle avait rompu une forme de continuité dans les raisonnements grâce à une révolution industrielle, une première, une deuxième. Et aujourd'hui, la crise environnementale que nous vivons, que nous allons vivre, que vous allez connaître encore plus que nous, eh bien, elle amène à réfléchir, elle amène à se poser des questions. Et c'est la question, quand je fréquentais Chaillot, finalement, la question environnementale, elle n'était pas présente, elle n'était pas posée en tant que telle. Aujourd'hui, quand on fait un site patrimonial remarquable, la question environnementale et la question des traitements, des problématiques énergétiques, par exemple, est posée, énergétique dans le cadre du patrimoine. Ce qui amène à fouiller toutes sortes de dispositifs et à comprendre que nos ancêtres ne sont pas plus bêtes que nous, qu'ils avaient imaginé toutes sortes de solutions qu'on a peut-être un peu vite mis à la poubelle et sur lesquelles il serait temps de prendre inspiration. Donc, je dirais que je reprendrai volontiers la formule de Dante, ce que l'on dit moderne, c'est peut-être ce qui ne saurait demeurer. Je trouve ça pas mal. Ça dit un peu les choses par rapport aux 30 glorieuses, à ces fameuses 30 glorieuses, qui ont vu évidemment une progression en termes de niveau de vie, en termes de toutes sortes de questions, mais qui se sont prolongées et ont débouché sur certaines catastrophes urbanistiques, certaines catastrophes environnementales. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, David Cousin, que l'inondation, la crue, on vivait avec, on s'organisait avec. Aujourd'hui, on ne fait plus ce crédit-là qu'aux Hollandais, qui d'ailleurs exportent leur savoir-faire dans le monde entier. Nous, on a pensé que c'était quelque chose de gens un peu rustiques, qui vivaient peut-être au fond des bois et par lesquels on n'était plus concernés. C'est évidemment tout l'inverse, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, cette idée des tertres qui sont potentiellement avec une eau qui monte, qu'on joue avec, on organise l'architecture en fonction de cet élément et non pas on réagit sur le thème de la catastrophe. Pour ma part, il m'a semblé assez vite que finalement la charte de Florence, qui traitait des jardins historiques, après celle de Venise en 64, la charte de Florence en 81-82, début des années 80, a posé la question, et c'est ce qui m'a aidé à me poser d'autres questions, posant la question du végétal, donc du vivant qui a une échelle de temps plus courte, c'est ce que l'on imagine, en tout cas plus courte que les pyramides, si je prends un exemple minéral qui est toujours là et qui défie le temps, eh bien cette charte de Florence, je trouve qu'elle a posé des questions qui, aujourd'hui, nous inspirent ou peuvent nous amener à de nouvelles considérations sur la question du monument et de l'architecture. Et je finirai par là, avant de rentrer un peu plus dans le détail des projets. Je reviens du Québec, où j'étais hébergé dans un ancien couvent à Québec. Et j'ai quelque chose qui m'a frappé, c'est la poignée de la fenêtre avec une petite étiquette est marqué artefact numéro 1322. Et les Québécois, dans cet hôtel, qui par ailleurs a connu des extensions contemporaines, se sont appliqués à indiquer tout ce qui était ancien, historique, précieux, et qu'ils avaient choisi de conserver. Alors, c'est un peu étrange. Moi, j'avoue que je n'avais jamais vu faire ça. J'ai déjà vu des choses, mais le coup de l'étiquette, comme si on était dans un musée, avec la référence, la date, ça m'a semblé finalement susciter l'attention de chacune et de chacun, alors que finalement, bon, on se dirait c'est peut-être une vieille menuiserie, d'autres ne sauraient pas de quoi il s'agit. C'est très intéressant de se rendre compte qu'on est face à un ensemble qui a une quantité d'éléments, d'artefacts limités, et que donc chaque fois qu'un artefact disparaît, eh bien ça en fait un de moins. On pense beaucoup à la faune menacée. L'architecture, certains types d'architecture peuvent se trouver dans ce type de situation. Voilà, j'espère que ces quelques propos me permettent de répondre à quelques questions que m'avait posées Béatrice, mais je ne doute pas qu'il y aura peut-être quelques questions par la suite. Alors, le rouge et le noir, évidemment, ça commence par le charbon, le noir, qui se trouve dans le sol du territoire dont je vais vous parler, qui n'est pas immédiatement exploité, mais qui commencera à l'être au XVIIIe siècle de manière claire et importante, et qui se développera au XIXe et encore au XXe, jusqu'à ce que cette exploitation s'arrête dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc le charbon. De l'autre côté,
l'argile. L'argile qui va être utilisée aussi dans tout ce secteur. Alors, j'ai choisi... Excusez-moi, hein, j'appuie sur le bouton, mais comme je vois que ça avance pas, je me tourne vers la régie, mais je ne suis pas sûr que la régie puisse grand-chose. Voilà, donc une carte. Alors, c'est encore la région Hauts-de-France, hein. Désolé, mais c'est encore la région Hauts-de-France. C'est pas encore la nouvelle... Ah mince, la région... c'est encore la région Nord-Pas-de-Calais, pardon, excusez-moi, c'est pas encore la région Hauts-de-France. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce territoire, bon, vous voyez un réseau de rivières qui s'organisent, vous voyez un relief qui est organisé, vous voyez des crêtes qui se trouvent là, et puis vous voyez ces petits triangles noirs qui sont des terris, qui sont les restes de l'extraction du charbon qui est rejeté et qui, de manière naturelle et gravitaire, finit par faire une sorte de pyramide, comme quand on a une pyramide de tas de sable dans la cour d'un chantier, et que vous voyez représentée là. Évidemment, voilà une carte plus ancienne qui représente le filon, le bassin minier, le fameux bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Vous le voyez qui part de Lens, qui continue d'Ouai, de Nain, Valenciennes, et puis qui traverse la frontière et qui continue de l'autre côté de la frontière en Belgique. Je vais m'intéresser donc à des projets que j'ai été amené à mener avec mon atelier, avec mon agence, sur ce territoire, pour des raisons diverses et dans un ordre qui n'est pas celui de la présentation que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord été amené à construire cet anneau de la mémoire, sur laquelle je vais revenir après. Et de ce point de vue, du site de l'anneau de la mémoire, d'abord on découvrait ces terris, un peu au nord de la Crète. On découvrait cette série de terris, et puis tout de suite, l'intérêt, l'archive, la recherche m'a fait comprendre qu'en fait, si la bataille qui avait eu lieu là avait été aussi violente et mortelle, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y avait une ressource qu'on appelait le charbon et que c'était un enjeu pour la continuation de la guerre. Et de fait, je me suis intéressé à cette architecture minière, à cette architecture qui a été construite en accompagnement de l'extraction, du développement de l'extraction du charbon. Et je me suis tout simplement, comme on fait un certain nombre d'entre nous, on répond à un appel d'offres et j'ai été très heureux d'être retenu à un appel d'offres pour travailler sur une cité minière, l'une des toutes premières construites. Alors voilà une carte du bassin du Nord-Pas-de-Calais avec des noms qui apparaissent. Et là, vous voyez Bruay, dont je vais vous parler, Bruay-la-Bussière. Vous voyez Douai, vous voyez Lens-Liévin, vous voyez la grande ville, la préfecture d'Arras qui se trouve ici. Et le territoire dont je vais vous parler, c'est un territoire qui se trouve ici et qui a une histoire commune, c'est-à-dire que ces projets sont reliés les uns aux autres. Ils font partie d'une histoire sur un temps long et l'un explique l'autre en quelque sorte. Je disais tout à l'heure, ça commence quand on travaille sur un sujet par une enquête. C'est assez basique ce que je vais vous raconter là, mais puisque je dois un peu expliquer, j'essaye d'expliquer. C'est un très bon exercice. Ça commence d'abord par une visite de site, généralement. J'aurai l'occasion d'y revenir, évidemment, c'est la moindre des choses. On visite un site. On le parcourt. La première approche qu'on a, c'est une approche plutôt visuelle, plutôt sensorielle. Parfois, il y a des bruits, des odeurs, des choses qui nous attrapent, qui nous attirent. Une approche à travers des archives ensuite, à travers des sources cartographiques pour comprendre où on met les pieds. Et là, c'est typique. On est dans une cartographie qui vous montre cette ville de Bruay-la-Bussière, enfin cette ville. Enfin, ce n'est pas une ville au sens des villes anciennes, c'est une ville de par sa population. Ce n'est pas une ville parce qu'elle a eu un rempart ou une histoire antique célèbre. C'est une ville par sa population, c'est une ville au sens du 19e et du 20e siècle. Donc vous voyez qu'en fait il s'agit d'une campagne, vous voyez qu'on a le relief qui est représenté de manière très fine, vous voyez un cours d'eau qui chemine, et puis vous voyez en rouge un certain nombre de constructions en ordre un peu dispersé, de hameaux, la Bussière qui se trouve là-haut. Et donc vous voyez le site avant le début de l'exploitation du charbon. Et je vais vous le montrer maintenant après, et vous le découvrez ici. Donc qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez évidemment toutes ces formes d'urbanisation, la cité numéro 16 et ainsi de suite, toutes ces cités qui vont être bâties sans plan d'ensemble préétabli en aval,
et qui finissent par faire un territoire qui s'est urbanisé selon une typologie, selon un modèle d'organisation urbaine tout à fait particulier. Vous voyez aussi que ce territoire, donc vous retrouvez la rivière que je vous ai montrée avant, vous voyez aussi que ce territoire est marqué par ce qu'on appelle des terris, qui sont maintenant, d'une certaine manière, protégés comme monuments néo-naturels, et qui marque évidemment la silhouette du paysage de manière très forte. Voyez aussi le sujet dont je vais parler, qui est le sujet de cette cité qui se trouve ici, qu'on a mis en rouge pour qu'on la voit un peu plus, à Bruay-la-Buissière, qui est la fusion de deux communes, Bruay en Artois, la triste célèbre Bruay en Artois, et la Buissière, Bruay-la-Buissière. Et vous avez ici cette cité qui s'appelle la Cité des électriciens, après avoir porté à un moment donné un numéro, parce que toutes ces cités qui appartenaient à des compagnies minières indépendantes et privées, avant que tout soit nationalisé et regroupé sous l'entête Charbonnage de France, eh bien toutes ces cités portaient des numéros, puis à un moment donné on s'est dit quand même c'est mieux de leur donner un nom que de continuer à les appeler avec des numéros, et c'est quelque chose qui fait que cette cité, elle s'appelle la Cité des électriciens. Ça n'a pas de rapport particulier avec une activité spécifique dans cette cité, non, c'est un titre qui lui est donné. En tout cas, vous voyez cette carte, et vous voyez évidemment la marque d'une forme d'urbanisation, celle des cités minières, la trace d'une activité minière qui sont ces terris, et on pourrait aller plus loin, mais j'en resterai là. Alors dans notre vocabulaire, on appelle ça un Schwarzplan, un plan en noir, vous voyez, que l'on a fait, et où on a retiré toute forme de décor, si je puis dire, enfin tout ce qui habillait la carte précédente, pour ne garder que la rivière, les formes bâties, et ces terris qui portent eux aussi des numéros pour qu'on puisse les repérer et les localiser. Et notre cité des électriciens qui se trouve ici et dont vous voyez que c'est un tout petit élément par rapport à des cités qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus importantes. Alors, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est un territoire particulier de par son activité industrielle, de par son activité économique, de par tout ce qui va lui arriver. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui est protégé au titre du patrimoine mondial, ce territoire du bassin minier, au titre du patrimoine culturel, évolutif et vivant. C'est une notion qui a été élaborée, qui a été définie. Ce classement est intervenu en 2012, si je ne dis pas de bêtises, après un long parcours depuis 2003, si je ne dis pas une autre bêtise non plus. 2003-2012, je crois. Et c'est une protection tout à fait particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'un monument avec ses abords, il s'agit d'un territoire. Il s'agit d'un territoire et il ne s'agit pas d'une protection continue. Et vous avez ici, entouré par un tireté rouge, tous les éléments, parce qu'on parle d'éléments constitutifs de ce bien, tous les éléments qui sont protégés dans le cadre, enfin qui sont repérés, qui sont remarquables, je dis une bêtise, dans le cadre du patrimoine mondial. Donc vous voyez un ensemble tout à fait impressionnant, très émietté en même temps, et qui vous permet de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons à Bruay-les-Buissières, c'est-à-dire une situation pas anecdotique d'un point de vue réglementaire. La Cité des électriciens a été protégée, inscrite au titre des monuments historiques, justement dans le cadre de ce type de procédure où à un moment donné les élus comprennent que si ils veulent pouvoir bénéficier d'un label, il faut qu'un certain nombre, qu'eux-mêmes avec les autorités compétentes, architectes des bâtiments de France, commission régionale du patrimoine et de l'architecture et ainsi de suite, travaillent pour pouvoir dire ça c'est important, c'est quelque chose de qualité, ça aussi, ainsi de suite. Alors là aussi, comme mon prédécesseur, je vais dire que ces deux projets sont aussi reliés par une architecte des bâtiments de France, à laquelle je tiens à tirer mon chapeau, qui s'appelle Catherine Madoni. Et Catherine Madoni, finalement, je l'ai rencontrée en travaillant d'abord sur la citadelle d'Arras, et puis ensuite sur cet anneau de la mémoire, et enfin sur cette cité des électriciens. Et là aussi, je pense que le dialogue, il doit se nouer très tôt. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre
d'arriver avec son projet ficelé de permis de construire pour présenter quelque chose en ABF, c'est la pire des choses à faire. La première chose à faire, c'est aller présenter, là je m'adresse plutôt aux étudiants qui sont déjà architectes, c'est de nouer le dialogue. C'est-à-dire, ça fait partie d'un des éléments de contexte, une personne avec laquelle vous allez être amené à travailler, de la rencontrer, de savoir ce qu'elle pense, de savoir si les orientations, quand il s'agit d'un concours sur esquisse sous anonymat, si ce que vous avez proposé, ça lui semble bien ou pas. Et puis si c'est d'autres types de procédures, c'est la même chose, c'est-à-dire de nouer ce dialogue. C'est vrai d'ailleurs aussi avec l'inspecteur des sites. Ça sera plus le cas pour l'anneau de les mémoires que pour ce site-là, mais c'est aussi vrai parce que ça dépend du régime de protection qui existe. Donc la cartographie du régime de protection, elle est évidemment très importante, là encore, parce que vous devez la connaître pour être capable de travailler avec et de l'interpréter. Alors là, juste, je vous localise parce que c'est un peu difficile à repérer. La cité des électriciens se trouve ici, vous voyez ? Il y a une autre cité en face, il y en a une autre là, il y en a encore une autre là, donc c'est tout un ensemble de cités qui ont été protégées. Et cette notion de patrimoine culturel, évolutif et vivant, elle me semble extrêmement intéressante, extrêmement porteuse d'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est une notion qui inclut dans la vie, dans la question du patrimoine, et qui ne dit pas on va faire comme ça et puis la vie va s'adapter, qui dit quelles sont les conditions pour que la vie puisse s'y dérouler sans déroger, sans dégrader le patrimoine. Donc c'est évidemment quelque chose qui, là aussi, un dialogue, un contact qui doit se nouer dès le début. Alors là, ça passe par des élus, ça passe des fois par des présentations dans des commissions municipales ou des comités de quartier où on vous demande de présenter votre projet, mais c'est évidemment très important parce que c'est le transmettre le pourquoi du comment du projet, parce que ça n'est pas forcément toujours évident comme ça, et c'est toujours mieux quand on se rencontre et quand on se parle. Donc voilà cette cartographie ici, inscrite à l'inventaire supplémentaire du monument historique, protégée au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà une photographie aérienne. Alors on a mis en couleur juste l'ensemble sur lequel on va intervenir, et vous voyez le reste est resté en noir et blanc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille sur un ensemble de bâtiments, mais aussi sur un terrain. Sur un terrain qui est plus vaste que les bâtiments que l'on regarde sur cette photographie. Ça veut dire évidemment une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire que pour faire ce travail, je travaille avec des paysagistes qui s'appellent l'agence FOR, avec lesquels on a de concert répondu à une consultation et travaillé pendant toute la durée de ce projet. Ça veut dire aussi que ce terrain, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain avant qu'on arrive là? Alors la première question que je me pose d'abord, c'est, je suis désolé de dire ça, mais je me sentais un peu comme un explorateur, parce que le monde minier, je l'ignorais, l'architecture minière tout autant. On a souvent, quand on est parisien, une perception assez négative de ce Nord et ces Hauts-de-France. J'avoue qu'en travaillant sur l'anneau de la mémoire, j'avais découvert au contraire, et sur la stèle d'Arras, une région où il y a beaucoup de gens très dynamiques, très engagés, qui font plein de choses, qui sont souvent à la pointe. C'est vrai qu'il y a aussi des bassins de pauvreté, comme on dit, pudiquement. Mais c'est un territoire très contrasté. Et cette architecture, eh bien, il faut aussi aller à sa rencontre. Et ce qui est très intéressant, je le cite toujours, mais c'est que d'un seul coup, je découvre des mots que je ne connaissais pas, que je ne trouvais pas dans le vocabulaire de l'architecture de Jean-Marie Pérouse de Monclos, qu'on a en plusieurs éditions à l'agence, parce que c'est des mots qui ne sont pas dans son périmètre d'étude, en réalité. Ce sont ces nouveaux patrimoines qui sont arrivés dans les années 90, le patrimoine industriel, le patrimoine, et ça en fait partie, donc des types de langues architecturales qui parlent d'un patrimoine particulier. Alors le coron, tout le monde en a entendu parler, le barreau, un peu moins, le carin, encore moins, la voyette, pas du tout. Donc, toute une langue, je vous fais grâce des autres mots, mais la manière d'entrer en contact avec un site et avec un territoire et un terrain, c'est déjà d'utiliser les mots tels qu'ils sont utilisés, souvent encore, et qui font qu'on tend l'oreille parce qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est comme, évidemment, quand on arrive, on dit « le terril ». Et moi, je me suis pris dans les dents parce que vous dites « persil ». Bon, voilà. Donc, un partout, et après, vous comprenez qu'il faut quand même vous adapter à un parler local qui a son sens, et qui est d'ailleurs parfois plus général qu'il ne semble local. Ici, voilà la cité, l'état dans lequel elle se trouve. Quand on fait la visite, vous savez, il y a toujours la fameuse visite de site, on découvre un lieu, évidemment, auquel on trouve toujours une sorte de charme de la découverte, le charme de la première rencontre.
une architecture très modeste par la taille, une architecture assez simple, en très très mauvais état, puisqu'il y avait pratiquement plus de vie dans l'ensemble. Là, il y a une démarche volontaire de l'agglomération, de la communauté la communauté d'agglomération, parce que ça appartient à un bailleur social qui s'appelle, alors qui a changé plusieurs fois de nom, qui s'appelait Soginorpa, qui s'appelle maintenant Maison et Cité. Et ce bailleur social, finalement, il accepte de céder une partie de cette cité pour que la communauté d'agglo, qui a estimé au sein du comité bassin minier que cette cité était une des 5 cités et d'un des 5 sites pilotes, pour faire parler et pour faire découvrir le bassin minier. Il y a le site de Loward que vous connaissez, que connaissent certains d'entre vous, avec notamment des archives extraordinaires. Le site de la Cité des Électriciens, c'est le lieu où on va parler du paysage et de l'habitat minier. Donc ce territoire se met, on pourrait dire, c'est un terme un peu pas très beau, mais je suis parti avec, alors tant pis, je continue, se met en tourisme, entre guillemets, en tourisme patrimonial, pour faire comprendre ce territoire qui s'étend sur plus de 100 km de long, qui compte 1 million d'habitants, et donc qui évidemment est tout à fait particulier. Il ne peut pas être abordé comme un château, comme même un grand domaine. On est obligé de donner des notions de géographie, des notions d'histoire, pour que le public puisse s'intéresser à tout cela. Donc ça veut dire qu'il y aura une opération qui sera menée au sein de l'opération que j'ai menée et un peu a posteriori, du coup reprenant tous les codes, tout ce qu'on avait défini, notamment avec Catherine Madoni, en termes d'enduit et de couverture, pour qu'il y ait une unité, qui sera menée par Jennifer Didlon et Dominique Blanchon. Et puis il y a tout le reste qui est un programme beaucoup plus mixte, beaucoup plus composite, mais c'est très important qu'il reste du logement social au cœur de cette cité, parce que ce n'est pas une réserve d'Indiens, ce n'est pas un endroit où les quarts de touristes arrivent et où il n'y a plus de vie, entre guillemets, normale. Il y a de la vie du quotidien. Il y a aussi, on nous a demandé d'aménager des gîtes, donc je vous invite à aller y passer une nuit, des gîtes. On nous a demandé d'installer des résidences pour des écrivains, pour des scientifiques, pour des photographes, pour qu'ils puissent venir travailler sur le territoire. Donc il y a toute une sorte d'écosystème, c'est un terme à la mode, d'écosystème qui se met en place. Et puis il y a ce qu'on appelle un centre d'interprétation. Un centre d'interprétation pour expliquer l'habitat minier et son évolution depuis ses origines. Et on est là dans une cité qui date du Second Empire, une cité construite pour être une cité de mineurs. Et puis le paysage, parce que c'est un paysage particulier qui est très plat, mais qui est aussi marqué par ces pyramides qu'on appelle des terris, qui est aussi marqué par des cavaliers, qui est marqué par des infrastructures, par toutes sortes, par des ouvrages techniques comme on appelle les chevalements, qui peuvent être en métal, en béton, selon les générations, et qui donc constituent un ensemble très très intéressant pour comprendre un moment de l'histoire avec tous ces éléments en quelque sorte. Donc un patrimoine qui se trouve être dans un état assez dégradé, comme vous pouvez le voir, mais qui a aussi un certain charme. Ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu ça, je me suis dit, là ce que vous avez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle des carins, c'est-à-dire des petites constructions qui sont dédiés à un logement. Là, c'est ce qu'on appelle un barreau. Et ce barreau, eh bien, il y a des portes, des fenêtres, et en fait, vous pouvez recouper, vous pouvez découper en une série de logements qui se juxtaposent. Et chacun de ces logements, on va lui donner un peu plus tard un petit carin pour pouvoir travailler et cultiver un lopin de terre, qui est le jardin, qui est lié à l'habitat en question. Donc, c'est tout un ensemble. Et ici, une photo, par exemple, dans les années 70, de cette cité des électriciens, qui n'était encore pas en si mauvais état que ça, où vous voyez, il y avait un goût pour l'encadrement blanc des baies, et puis le traitement de la brique à nu, et puis un fleurissement assez important. Voilà, une image qui évidemment entre-temps disparaît, les habitants s'en vont progressivement, les mines ferment, les habitants commencent à partir, et puis à un moment donné, eh bien, il n'y a plus de vie du tout dans ce lieu pendant quelques années, et le lieu se dégrade de manière accélérée, forcément, comme c'est toujours le cas. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, autre outil indispensable, c'est finalement la lecture diachronique, c'est-à-dire lire, essayer de comprendre comment les choses se sont constituées dans le temps long. Alors là, on est dans un temps relativement court, mais des fois, ça peut être un temps plus long. Dans un temps long, c'est-à-dire,
est-ce qu'on peut repérer un noyau, une première intervention? Comment ça se développe? Est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent? Je parle de choses en parlant de bâtiments. Et là, vous avez la première étape, 56-61, la construction, alors je ne me rappelais plus du numéro tout à l'heure, c'était la numéro 2, par la compagnie des mines de Bruay, qui construit cet ensemble pour accueillir des mineurs et pour les loger, ainsi que leurs familles. Et vous avez 1871, ça marche, donc on étend. On construit un autre bâtiment. On étend ce qu'on appelle le coron central. 1880-90, il y a une forme d'évolution qui se fait avec la construction de tous ces petits carins qui viennent s'installer et accompagner chaque fois un logement. Donc 2 architectures d'échelles différentes. Et puis 1910, construction de baraquements. La date d'ailleurs n'est pas exacte. C'est à l'approche de la guerre de 14 qu'on va construire des baraquements en prévision du risque d'invasion et de destruction et donc de reloger des personnes. Donc là, c'est plutôt de 1912 si ma mémoire est bonne. Enfin, tout ça est expliqué très très précisément dans le centre d'interprétation qui est dirigé par Isabelle Mauchin, qui est une femme formidable qui fait vivre ce lieu. Je vous invite à y aller. Et actuellement, il y a une exposition sur le design qui peut être inspiré par le bassin minier. Donc c'est très très intéressant de voir ce lien entre l'avenir et l'héritage et le patrimoine en quelque sorte. Comment les choses peuvent tisser des liens entre elles. Alors, je continue. 1950-70, c'était des constructions un peu plus précaires, elles sont démolies. 1980-90, il y a des bâtiments qui commencent à s'effondrer parce que il y a moins de monde, il y a moins d'entretien. Et puis 2014, c'est l'état dans lequel on trouve la cité des électriciens au moment du concours. Cette cité a un problème, c'est des cavités de sol, des galeries qui ont été creusées en sous-sol pour extraire une forme de pierre, et qui oblige à des comblements, parce que sinon, au regard des critères qui sont les nôtres aujourd'hui et ceux des bureaux d'études structure ou des bureaux de contrôle, eh bien, il y a un risque d'effondrement potentiel. Donc, il va y avoir un travail préalable qui va se faire avec une reprise de ces galeries souterraines, qui ne sont pas des galeries de mines, contrairement à ce que certains expliquaient autrefois, et qui sont comblées pour assurer la stabilité des bâtiments. Tout ça pour dire que c'est un engagement d'une communauté d'agglomération, parce que c'est un travail qui est toujours long, qui se fait par étapes, des étapes qui crantent la réalisation d'un projet. Et enfin, 2015, le moment où on va définir le projet, que vous voyez ici, qu'est-ce que l'on propose ? Eh bien, de remettre en place ces 2 carins manquants et puis de construire un nouveau bâtiment. Alors, ça ne nous aura pas échappé, ce bâtiment, on ne le construit pas n'importe où, on le construit à peu près sur l'emprise de celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi, et avec la volumétrie de celui-là. Tout ça pour dire que, imaginez un bâtiment avec une toiture terrasse m'aurait semblé un peu saugrenu. On est dans un pays un peu comme dans le bassin parisien où il pleut quand même beaucoup. Donc l'eau de pluie, il faut l'évacuer parce que c'est ce que craignent les bâtiments, la recueillir et puis éventuellement la stocker. C'est encore un autre point. Mais donc une forme de bâtiment assez évident. On est dans un ensemble qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc l'architecte des bâtiments de France va donner son avis. Et donc évidemment, il y a quelque part l'idée que c'est patrimonial et qu'il faut faire patrimonial. Ça ne me déplaît pas plus que ça, au contraire. Et je me dis surtout que l'histoire nous offre quelque chose, un support, pour venir se remettre en place dans un contexte qui a été bâti. Vous voyez très bien une chose, je pense, et vous gardez en tête la photographie aérienne, c'est que depuis que les bâtiments qui étaient construits là et là ont été démolis, le site est complètement ouvert sur l'arrière. Il est complètement ouvert sur un site qui est complètement rural, où il y a encore des champs. On voit au loin un terri, et finalement, pour arriver à faire de cet ensemble qui donne sur une route départementale, il faut dire les choses, un ensemble où il peut se passer des choses en étant ouvert, mais en créant aussi une certaine forme d'intimité, je choisis de le placer là et non pas là. Pourquoi ? Parce que quand je suis ici, j'ai une vue directe sur un terri qui est numéroté. Et si j'avais mis le bâtiment ici, eh bien, quand je suis dans toute cette partie, je n'aurais plus aucunement ce point de repère. Quand je suis de l'autre côté, je garde, parce que ces bâtiments-là sont plus bas, une vue sur un autre terri qui est en face. Donc tout ça pour dire que là, se mettent en place des relations visuelles entre des éléments qui constituent ce paysage, le paysage qui précède, un paysage rural et agricole, et le nouveau paysage successif
à l'exploitation du bassin minier. Les paysagistes font de même. Ils analysent un certain nombre de traces. Alors là, ils analysent des traces dans le sol, de plantation, et ils commencent à réfléchir à la manière dont on pourrait reconstituer. Alors vous allez voir, il ne s'agit pas de restituer pour restituer. Il y a un projet qui va plus loin, qui est de mettre en culture, qui est que certains des logements sociaux qui ont là auront aussi leur lopin de terre, que certains des visiteurs pourront avoir disposé d'un élément de jardin, et qu'enfin, surtout, qu'il y aura une action pédagogique, que les élèves des écoles de la communauté d'agglo auront, dans le cadre de leur jeudi ou vendredi ou je ne sais pas quoi vert consacré à ces questions, eh bien, pourront venir faire pousser quelque chose et le récolter. Et aujourd'hui, je dois dire, ça marche. Et c'est assez incroyable parce que j'avoue, je suis assez sceptique en général et je me disais, bon, c'est bien, on le fait, mais est-ce que ça va marcher? Et ça tient beaucoup à l'énergie de cette femme, Isabelle Mauchin, mais aussi d'une équipe qui est avec elle, qui est très structurée, qui est très organisée et qui fait un véritable travail d'organisation. Alors, Béatrice me dit, il faudrait quand même dire des choses qui ne marchent pas. Alors, j'en ai trouvé une. On a farfouillé un peu vite dans les archives, il y en a d'autres, mais au moins celle-là, j'ai un document. Alors, comme toujours, quand on démarre sur un projet, on essaye d'aller repérer les lieux. Il y a cette phase diagnostique qui est bien utile pour ça, d'essayer d'en savoir un peu plus. Et puis là, la première chose qui frappe quand même, c'est l'hétérogénéité de toutes ces menuiseries. Alors, on fait un petit des trucs à main levée, on emmène des plans sur une planchette et puis tac tac, on regarde 4 carreaux, 2 carreaux, 6 carreaux, une imposte, pas d'imposte, et on fait se relever. Et évidemment, se relever, une fois qu'on a fait se relever, on est content, mais ensuite il faut faire un peu d'analyse pour remarquer est-ce qu'il y aurait-il quelques fenêtres, menuiseries de fenêtres qui sont d'origine ou portes ou si ce n'est pas le cas, peut-on avoir un moyen de les dater, de les repérer? Donc on s'engage dans un travail évidemment assez laborieux, qui n'aboutira pas à ce que j'avais imaginé au départ, d'en conserver un certain nombre. On en conservera une ou deux, mais pas de manière significative, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont en extrêmement mauvais état, qu'on va consulter en amont des menuisiers, leur dire est-ce que vous arriviez à nous réparer ça, faire des greffes et tout ça. Ils nous regardent en se demandant si on n'est pas un peu fou, parce que c'est de la petite menuiserie de Coron, hein. C'est pas une belle menuiserie du château de Versailles où évidemment il y a des techniques, mais c'est un coût. Donc finalement, pour toutes sortes de raisons, on va redéfinir une typologie de plusieurs types de fenêtres qu'on va regarder avec l'ABF et qu'on va faire refaire. Et on va garder quelques menuiseries témoins. Mais là, j'aurais aimé aller plus loin, ce qu'on a pu faire sur un autre projet, en cours actuellement, mais parce qu'on était face à un hôtel particulier du 17e, 18e, et que là, il y avait des menuiseries de grande qualité, qu'on arrive évidemment à restaurer les menuiseries. Mais là, voilà, c'est un petit peu un regret, mais il en faut, donc c'est preuve de vérité, je donne la réponse. Un bâti en extrêmement mauvais état, et il n'y a pas besoin de faire appel à des agences ou à des bureaux d'études spécialisés dans la récupération de matériaux. Un architecte doit pouvoir le faire. Moi, ça m'étonne de plus en plus maintenant. Vous devez voir comme moi des appels d'offres où on dit alors un spécialiste de la récupération des matériaux. Évidemment, un architecte qui s'intéresse au patrimoine, par définition, ça doit être un peu sa tasse de thé. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez une palette, toute bête. Il y a quelques carins qui se sont effondrés, quelques bâtiments qui étaient en ruine. On a eu une entreprise de maçonnerie remarquable, Ramerie, je la cite, parce qu'après tout, les remarquables, il faut les citer, les autres, on peut les oublier, qui nous a mis des maçons top et qui se sont mis à déposer toutes les briques qu'on allait pouvoir réutiliser. Évidemment, ça fait partie d'une attitude, parce qu'il y a la même version, on fout tout à la benne, on livre des briques neuves, mais évidemment, on perd un peu de l'esprit des lieux, cher à Michel Pratt. Je ne sais pas si elle est encore là, dans la salle. Si, elle est là-bas. On perd de l'esprit des lieux, forcément. On perd de la patine, on perd du module, on a une brique mécanique, on n'a plus cette irrégularité de la brique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été amené à en utiliser quelques-unes par endroit. Mais il y a un travail qui se met en route et on récupère. Et ça va nous être très utile, notamment pour reconstruire certains carins, qui sont des petites constructions et où on peut avoir la ressource en propre localement. Voilà une vue depuis la route départementale. Alors vous voyez tout un travail de réfection de l'ensemble. Un choix de badigeon. Alors là aussi, ça a été une longue question. Est-ce qu'on
on définit des badigeons de type différent? Est-ce qu'on homogénéise? Après moult débats, y compris en commission scientifique et technique, où finalement la commission scientifique et technique n'arrivait pas vraiment à se décider, c'est en off ce que je vous dis là, finalement avec Catherine Madeny, on s'est dit, cette cité, il faut quand même qu'elle retrouve une forme de présence, de qualité. Et au début, on sait qu'elle a été la brique était protégée, elle était badigeonnée, on sait qu'il y avait des encadrements blancs, et on sait qu'ensuite les habitants se sont amusés à repeindre, se sont amusés ou ont eu le droit, parce qu'au début je crois qu'ils n'avaient pas le droit, et puis après ils l'ont pris, à peindre des encadrements différents ou à peindre des losanges, comme vous avez vu sur la photo. On en est resté à un schéma assez strict, parce qu'on s'est dit finalement on ne va pas faire comme s'il y avait des habitants alors qu'il n'y en a plus depuis un certain temps. C'est un élément, un site remarquable au titre du bassin minier, donc ça doit avoir une valeur de démonstration, et c'est très important qu'on puisse donner une lecture de ces ensembles, pas à leur état d'origine, mais quand même leur rendre leur qualité. Et là c'est une des toutes premières cités, mais il y a des cités absolument magnifiques, qu'aucun pavillonneur aujourd'hui n'est capable de construire dans ce niveau de précision et de détail. Or, quand on parle cité minière Coron, c'est systématiquement une moue et l'idée que c'est dégueulasse, que c'est moche et qu'il vaudrait mieux tout raser. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que les compagnies minières, pour attirer les mineurs, se sont mis à lancer des concours de maisons à un moment donné, parce que la main-d'œuvre était rare, il fallait avoir envie de descendre dans le trou et de risquer sa peau. La main-d'œuvre était rare et donc elle se livrait à une concurrence féroce. Et au fil du 19e et du 20e siècle, on va voir des maisons de plus en plus élaborées, de mieux en mieux construites, qui aujourd'hui, dans le cadre de la question du patrimoine mondial, posent question, parce que vous pouvez avoir des élus qui disent « bon, là, il y a 3 maisons vacantes, il y en a une qui était incendiée, allez, je rase tout ». Oui, mais elle fait partie d'une série, elle fait partie d'un ensemble. Si je rase tout, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Donc d'autres questions. Voilà une partie qui est restaurée, que vous voyez là, qui est aménagée. Alors, les paysagistes, ils ont gardé un grand arbre. C'est pour moi une des meilleures qualités d'un paysagiste, c'est de faire à peu près ce qu'on essaye de faire, nous, architectes travaillant sur le patrimoine, c'est-à-dire de conserver des bâtiments, plutôt que la table rase, parce qu'il y a aussi dans ce domaine des gens qui pratiquent la table rase pour tout remplacer. Donc on garde un arbre, un bel arbre, et puis le reste, il y a tout un travail. Et vous voyez qu'évidemment, on n'est pas revenu stricto sensu, avec des petites barrières, avec le fil pour faire sécher le linge à l'habitat, mais il y a un système de découpage du terrain qui permet, avec un médiateur du patrimoine qui va faire visiter tout ça, d'expliquer comment c'était organisé, d'expliquer comment ça fonctionnait. Alors se posent à nous des questions très concrètes avant d'arriver à la question de construire un nouveau bâtiment au milieu de tout ça. Alors vous allez me dire, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un monument. Les élus là-bas ont trouvé une formule que je trouve magnifique, c'est un monument du quotidien. C'est un monument du quotidien. Ce n'est pas un grand monument, ce n'est pas l'abbaye royale de Fontevraud, ce n'est pas Chambord, mais c'est un petit monument en soi parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous souvenir et de nous rappeler ou d'imaginer un peu comment étaient ces ensembles. Alors, des questions qui se posent. Ah, pardon, j'ai été trop vite là. Des questions qui se posent. Ici, alors vous voyez, ah mince, pardon, j'appuie sur le mauvais bouton. Tous ces encadrements de baies sont en blanc, le reste est badigeonné à la chaux coloré. Et ici, vous remarquez quelque chose, on ne les a pas badigeonnés en blanc. Pourquoi? Parce qu'ils sont apparus dans un deuxième temps, comme un percement du mur, parce qu'on est orienté de l'autre côté plein nord, et que là, on est plein sud. Et qu'à un moment donné, les conditions de vie évoluent, qu'il y a des demandes qui se font jour et que certains obtiennent de percer des baies pour que leur logement soit éclairé de manière traversante. C'est pas mal. Alors on se pose aussi, nous, cette question. Et on se pose cette question, mais en se disant, on ne voudrait pas perdre cette muralité. Vous savez, quand vous êtes le long d'une façade, comme ça, en rasant, vous voyez qu'il y a un mur. Si vous commencez à percer de plus en plus de trous, vous voyez que des baies vitrées avec des ombres. Donc on s'est dit, c'est un travail que j'avais commencé sur la briqueterie de Vitry, où j'avais trouvé que ce que j'avais appelé l'ordre de la brique, c'est-à-dire la manière dont la brique fait architecture et définit des formes de construction, définit des possibles. On a un appareil avec Boutis et Paneres, et je me suis dit, finalement, plutôt que faire tous ces trucs un peu bizarroïdes qu'on voit partout avec des briques qui bougent dans tous les sens, alors tantôt la référence, elle est dans le monde méditerranéen, tantôt elle est dans autre chose, essayons de travailler avec l'ordre de la brique. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je retire des briques? Alors, l'idée n'est pas venue toute seule, il manque une image, c'est que les maisons des ingénieurs, les maisons des directeurs, elles sont aussi construites en briques, il y a un peu de pierre pour
montrer que c'est des maisons d'un autre niveau, mais il y a aussi de la brique vernissée qui joue avec des systèmes de motifs colorés et qui joue avec cet ordre de la construction de la brique, qui, imaginez que là, toutes ces briques sont en vernissé rouge ou jaune ou vert, vous avez des décors comme ça qui commencent à apparaître sur les maisons les plus cossues. Donc je me suis dit, finalement, on pourrait peut-être arriver à jouer avec les pleins et les vides, en usant de quelques subterfuges, ouvrir une baie derrière et garder, quand on est en latéral, malgré tout, vous voyez, quand vous voyez cette fenêtre là qui est un peu plus loin, bah, vous ne la lisez plus, vous gardez malgré tout la lecture de ce mur. Donc, réussi ou pas, en tout cas, c'est une tentative, c'est une manière d'essayer de travailler avec ce qui fait l'essence même de ces bâtiments. Et là, vous voyez, c'est une vue un peu plus récente, donc vous voyez un peu la végétation qui commence à se développer, qui est cultivée, qui est entretenue, et évidemment qui donne à cet ensemble une qualité particulière. Alors, le rouge et le noir, ça aurait pu être celui-là, celui du code qui permet de renseigner, comme le faisait Vauban en son temps. Je crois que c'était le jaune et le noir plutôt pour lui, mais peu importe. Les bâtiments existants qui sont conservés, les transformations dans ces bâtiments, avec tous ces éléments en rouge, ces carins qui sont reconstruits de manière différente, ou ce nouveau bâtiment qu'on va construire. Alors pourquoi on construit un nouveau bâtiment? Pas pour le plaisir de construire un bâtiment, pas pour exister. Non, on construit un nouveau bâtiment parce qu'il y avait une étude en amont qui avait été faite de faisabilité et qui avait conclu à l'idée que ces refends transversaux, vous voyez, le barreau, il est organisé avec un mur de refend longitudinal et des murs de refend transversaux. Là, vous voyez, vous avez 10 maisons qui sont recoupées, qui sont découpées. Dans une étude de faisabilité par quelqu'un, je ne sais pas qui, il avait estimé, pour faire l'adéquation entre le programme et les bâtiments existants, qu'on pouvait tout à fait faire tomber les refends transversaux. Les études de diagnostic, les études qu'on a menées avec notre bureau d'études structurées et autres, nous ont amené à penser que si on faisait tomber ces murs de refend transversaux, on pouvait bien ouvrir une baie quelque part, mais les faire tomber en totalité, le bâtiment n'y résisterait pas. Un bâtiment construit avec une économie de moyens très grande, fragilisé par l'abandon, et quand même construit à l'économie malgré tout. Donc, à un moment donné, on a opéré ce choix avec le maître d'ouvrage de se dire que finalement, pour parler de l'habitat minier, pour parler des maisons des mineurs, ce barreau-là allait très bien, mais que par contre, il nous fallait trouver un espace un peu plus grand qui nous permette de parler du paysage minier. Et c'est là que m'est venue l'idée de proposer de s'implanter à cet endroit-là, tout simplement parce que depuis cet endroit-là, à travers une grande fenêtre, on voit un terril, donc on est dans le paysage minier, et puis, évidemment, se poser la question de l'écriture architecturale. Comment écrire ce bâtiment ? Le plus simple, je vous ai un peu défloré la chose, on a repris finalement la volumétrie, grosso modo, de ce barreau, on l'a installé. Et puis, évidemment, on n'allait pas le recouper par des refends transversaux, puisque c'est ce qui posait problème. Donc, l'idée a été, au contraire, d'avoir deux grandes parois, de marquer par des césures ce que sont les refends transversaux qu'on ne construit pas, ça va devenir des fenêtres, et puis de jouer avec les échelles, et c'est un carin qui fait office de petit bâtiment d'accueil à l'intérieur du plus grand bâtiment. J'ai pensé que c'était aussi une manière de faire saisir au public l'échelle de ces architectures. Les enfants, ils raffolent de ces carins parce qu'il y a des carins chambres. Alors vous pouvez louer juste un carin. Vous êtes dans une petite pièce. Il y a un carin cuisine. Enfin, il y a toutes sortes de carins. C'était aussi une chose qu'on a élaborée ensemble. Et là, on a un carin accueil, c'est-à-dire qui fait sas. Vous savez, le sas, on ne sait jamais très bien quoi en faire, comment faire. C'est toujours un truc qui embête tout le monde. C'est un peu comme la banque d'accueil. Toujours le truc compliqué. Et bien là, on s'est dit, ce petit bâtiment, ça va être à la fois notre sas, notre banque d'accueil et notre sanitaire, parce qu'il faut quand même un sanitaire quelque part. Je suis poétique. Et là, on a des éléments juste qui vont être des simèses, qui finalement jouent un peu comme un refend longitudinal. Le programme, je vous en ai dit un mot, voilà le programme, voilà toute la répartition des éléments du programme. Donc vous voyez ce centre d'interprétation sur la question du paysage, ici sur l'habitat minier, des locaux qui sont pédagogiques, des gîtes
pour des gens comme vous et moi qui vont passer un week-end ou plus dans le secteur, des ateliers, des résidences d'artistes en jaune, un espace d'exposition temporaire, des ateliers pédagogiques, et puis des logements qui restent ici présents. Et puis enfin un lieu où on produit de l'énergie, mais je ne parlerai pas de ce sujet-là, ça serait trop long, je pense, où on s'est aussi à cette occasion posé des questions importantes sur la question de l'énergie. On a répondu à un appel d'offres qui s'appelle bas carbone, EDF bas carbone. On a été retenu, on a eu un prix parce qu'on a cherché à voir comment on pourrait construire aujourd'hui ce bâtiment en respectant des critères environnementaux et en consommant moins d'énergie et même en récupérant. Donc, mais c'est un autre volet, mais c'est un volet qui est très très important aujourd'hui évidemment. Et là, vous voyez le bâtiment existant, le bâtiment A, avec sa structure. Vous voyez l'idée de garder la même enveloppe, en quelque sorte, de garder quelques éléments de refend longitudinaux qui servent de simèse. Et puis, ici, des éléments qui vont être des tirants qu'on va placer à la hauteur des planchers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace, le tirant haut vous indique la hauteur du plancher haut que vous avez quand vous êtes dans un rez-de-chaussée. Donc, en quelque sorte, c'est aussi utilisé pour expliquer, comme un écorché un peu, ce qu'est cet habitat. Donc, le bâtiment F projeté, le voici. Voilà sa structure. Alors, il y a quand même un peu de béton, hein, parce que c'est difficile de se passer totalement du béton, notamment pour les ouvrages de fondation. Et après, on a un système de charpente, de ferme de charpente, un ensemble de fermes de charpente en lamellé collé. Les tirants, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Vous voyez à l'intérieur, là, ce carin qui devient un carin accueil-entrée. Vous avez ici une isolation par ce qu'on appelle du métis. Alors là aussi, c'était un circuit court qui était formidable parce qu'à Billy-Berclos, Emmaüs a un établissement relais qui produit à partir du jean recyclé de l'isolant, qui est un petit peu plus cher, mais qui est vertueux parce que d'abord, ça recycle des choses qui sinon partent à la poubelle. Ensuite, c'est un retour à l'emploi pour des personnes. Et enfin, en termes de déplacement et de transport, l'économie de moyens est satisfaite, c'est à 10 minutes du site, plutôt que de faire venir des isolants qui viennent de je ne sais pas où. On a réussi à faire ça, c'est une petite chose, mais je crois que l'évolution du monde se fait par petites choses souvent. Donc voilà le bâtiment, et on s'est livré à ce comparatif entre le bâtiment A et le bâtiment F, parce qu'ils ont continué de garder les lettres quand même, le bâtiment A et le bâtiment F, et vous voyez que d'un seul coup, en termes de poids, vous avez un bâtiment beaucoup plus lourd, le bâtiment ancien, que le bâtiment nouveau. Vous voyez que vous avez un bâtiment qui utilise évidemment essentiellement de la brique, là essentiellement du bois, et on pourrait continuer. C'est un des sujets qu'on avait traité dans cette opération bas carbone. Donc c'est très intéressant parce que c'est la cellule de recherche et développement d'EDF, qui est très ouverte d'esprit. J'en profite pour en parler, parce que je n'avais pas toujours une vision d'EDF très ouverte. Mais là, il y a des ingénieurs qui remettent en question la RT 2012, qui posent des tas de questions, les questions que se posent beaucoup d'architectes et autres aujourd'hui. Et donc, c'est évidemment un moment de dialogue extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant pour l'architecte. Alors, tiens, ça marche à nouveau plus. Bon, vous pouvez regarder le poids de vitrage, le poids de ciment. Ah, voilà. Donc voilà l'ensemble, la rue qui est reconstituée, mince, j'ai perdu justement le vocabulaire, la ruelle qui est reconstituée. Les voyettes, c'est les petites voies qui sont devant ces bâtiments-là. Un carin. Et puis la vêture que j'ai fini après un certain temps de choisir, c'est-à-dire de me dire finalement, j'ai envie de donner le plus beau, le matériau le plus noble, le plus fort qu'il y avait sur les maisons les plus importantes à ce bâtiment neuf, d'utiliser de l'argile quand même, mais de l'utiliser d'une façon différente, tout en gardant la volumétrie d'une toiture. À l'intérieur, on a toute une vêture en aulne, c'est un bois qui est d'essence locale, qu'on peut trouver localement. Au passage, petit mot, mais là je ne citerai pas l'entreprise, on a quand même dû virer l'entreprise de charpente, la première, qui nous a dit que ça n'existait pas, que ça ne s'utilisait pas, que notre charpente bois ne tenait pas debout, que c'était mal étudié. On avait pris un bureau d'études spécialisé structure bois, donc qui savait de quoi il parlait, donc on était assez sûrs de nous. On a trouvé une autre entreprise et on a réalisé le projet tel qu'il est. Et là, je dois tirer mon chapeau au maître d'ouvrage qui nous a cru et qui nous a épaulés. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une ère assez particulière, hein, où beaucoup de gens racontent des choses dans un sens, dans l'autre. Et je me mets à la place du maître d'ouvrage. Parfois, ce n'est pas facile de savoir qui croire. Alors, si ça veut bien passer,
C'est que mes images sont un peu lourdes, je crois. Ah, voilà. Alors, on s'est dit, on ne va pas reconstruire 2 carins, c'est pas très rigolo. Et puis, on s'est dit, il va y avoir des enfants, il va y avoir des artistes, il va y avoir des gens qui vont avoir envie de s'amuser avec des structures. Donc, il y a un de ces carins qu'on a reconstruit simplement sous forme de structure et d'ossature bois, ici. Un autre qu'on a reconstruit, en récupérant notamment des briques que vous avez vues tout à l'heure. Et puis, voilà ce bâtiment qui apparaît, qui est rythmé par ces failles qui sont à l'emplacement des refends du barreau A et qui amènent de la lumière à l'intérieur de manière parcimonieuse, même si on a à d'autres endroits des grandes baies. Alors là, c'est en chantier, c'est pas tout à fait fini, mais du coup, vous avez une vision de l'espace intérieur. C'est fini, hein, ça a été inauguré en mai 2019. Et vous voyez ici, du coup, la structure, ces raies de lumière, et puis 2 grandes baies, une qui donne sur l'intérieur de la cité et l'autre qui donne sur le paysage et sur le terri, numéro 2 ou 12, je ne sais plus. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, c'est un matériau qui vibre avec la lumière. Hein. Tous les gens qui ont pratiqué les monuments historiques ici le savent. La tuile vernissée, c'est quelque chose de vraiment magnifique qui a du reflet, qui bouge. On a l'impression que le ciel se reflète dedans, bouge. Donc, d'une certaine manière, on pourrait imaginer que ça pourrait peut-être sembler à certains agressif. En fait, c'est très vivant. Et de fait, ça peut être effectivement très rouge ou ça peut être moins rouge. Ça varie. Et surtout, c'est une production qui a été faite par Pontigny à Léonard. Je continue mes publicités gratuites. Pontigny à Léonard, qui, parce qu'on avait une quantité importante, a pu faire pour nous une fournée complète. Et donc, on a pu se livrer à un travail passionnant qui était de dessiner des tuiles de rive, des tuiles d'égout et des tuiles de fêtage, ainsi que des tuiles basses, de manière à ce que tout soit réalisé avec le même matériau et que toutes les pièces soient fabriquées en même temps, avec une cuisson qui est variable et qui fait qu'évidemment, on a cette variation de ton qui fait que le bâtiment vibre sous la lumière. Alors, j'ai eu envie de mettre cette citation d'Aldo Rossi, parce que finalement, les vieux maîtres peuvent revenir un jour, parce que je la trouve très juste. Les mutations sont internes au destin même des choses, puisqu'il y a dans l'évolution une singulière permanence. Peut-être la matière des choses et des corps, et donc de l'architecture, est-elle là. La seule supériorité de l'objet construit et du paysage est cette permanence au-delà des personnes. Donc évidemment, ça nous engage, parce que là, on est dans un moment où on transmet quelque chose, et quand on a des bijoux comme cela, des lieux très beaux, il faut évidemment tout mettre en œuvre pour être capable de les transmettre, d'écrire une petite page de l'histoire, et d'essayer de ne pas trop en arracher, et en même temps, l'histoire continuera, le site va vivre, et un jour, il y aura peut-être une autre construction, peut-être une autre manière pour des espèces ou des cultures qui changeront, donc voilà. Voilà pour ce premier exemple. Alors le deuxième exemple, c'est donc l'anneau de la mémoire. Alors l'anneau de la mémoire, c'est là un vrai monument. C'est un monument au pied d'un monument. Donc évidemment, ça ne va pas s'en poser des questions. Ça, c'est des photographies prises le long de la route en allant sur le site au moment du concours. Alors moi, j'aime bien faire ça parce que on garde tous, quand on va quelque part, un souvenir d'une chose, d'une autre, mais après, parfois, on la perd. Alors du coup, quand on fait des photos, on s'en rappelle. Ce qui m'a frappé sur cette grande route départementale, et encore là, ça ne l'illustre pas, mais c'est que le long de cette route, vous avez de part et d'autre des cimetières qui sont des témoignages de la Première Guerre mondiale. Et puis vous avez aussi, et ce qui est avant les cimetières, cette immense plaine agricole de l'Artois, qui est assez incroyable, et qui est très vaste, qui donne un horizon très dégagé. On est déjà dans ces ciels des Flandres, dans ces ciels très lumineux ou très gris, mais on retrouve ça dans la peinture, évidemment, représenté de manière sublime. Et là, on est vraiment dans un espace très, 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 très ouvert et très vaste. On s'approche et on voit à l'horizon une colline. Une colline qui est cette colline de Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, tout simplement parce qu'il y avait une petite chapelle qui s'appelait, et un pèlerinage dédié à Lorette, Notre-Dame de Lorette, qui se trouvait sur le sommet de cette colline. Là, on voit d'ailleurs au premier plan un cimetière britannique qui est installé là. Et puis on avance, et là on monte sur la colline, et on découvre une tour-lanterne et une basilique. Et puis une statue, un général avec un soldat à ses pieds, dans le style de l'époque. Et d'ailleurs, cette architecture est aussi dans le style de l'époque. C'est du néo-byzantin. Et ce qui est très frappant, juste un mot sur ce point-là, c'est que quand on s'approche, on se rend compte que c'est une architecture qui semble être une architecture de pierre, mais qui est réalisée en béton.
Post-Première Guerre mondiale, les destructions sont telles que la pierre est parfois inutilisable ou n'est plus accessible, on n'a plus les machines, on a beaucoup de choses qui manquent. Et le béton, qui est un matériau nouveau, eh bien, on va se mettre à l'utiliser, à le mouler, à l'imitation de bâtiments en pierre. Ça, si je ne vous le disais pas, je pense que vous ne pourriez pas le deviner, moi non plus. D'ailleurs, il a fallu que je rentre dans la tour pour me rendre compte, et ensuite de regarder le parement de manière particulière pour se rendre compte que tout était en béton. Alors voilà le lieu de cette bataille qui a duré quasiment 1 an entre Français et Allemands. Une bataille sur une colline, que certains appellent une crête, ou ça dépend, enfin bon, peu importe. Et il faut que vous imaginiez le symétrique qui se trouve à peu près là, qui est ce qu'on appelle la crête de Vimy, qui est la crête que les Canadiens reprendront en 17 à l'armée allemande, et qui d'ailleurs sera un peu le point de départ de l'existence du Canada en tant que tel. Le Premier ministre canadien vient régulièrement sur cet endroit. Je divague un peu, j'élargis le périmètre, peut-être trop. En tout cas, ces 2 hauteurs, c'est la géographie qui font l'histoire, ces 2 hauteurs, ce sont des verrous, ça contrôle un verrou, avec une rivière qui passe au milieu. Ça contrôle un point qui fait qu'on passe de la plaine de l'Artois à la plaine sur laquelle se trouve le bassin minier. Donc vous comprenez que les batailles qui vont se dérouler là, la bataille sur la crête ici va faire 100 000 morts, elle se déroule parce que l'enjeu, c'est l'énergie, c'est le charbon. Et donc les Français essayent de reconquérir le bassin minier, plus tard les Canadiens de l'autre un peu plus loin, et donc finalement ils le reconquériront. Vous voyez une topographie très forte, des courbes de niveau qui montrent des creux, des espèces, ils appellent là-bas des fois ça des canyons. Donc, et vous imaginez, vous avez là la ligne du front, donc il faut reconquérir mètre par mètre, avancer mètre par mètre. Donc c'est une bataille terrible. Vous voyez aussi au passage, vous voyez l'implantation en rouge du futur projet, après la guerre, d'installer la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, la plus grande nécropole française militaire, et qui est installée ici au sommet sur le plateau. Voilà une vue de la désolation du paysage. Vous regardez, vous remarquez au passage ici l'église d'Ablain-Saint-Nazaire, qui va être le seul élément bâti qui va être conservé volontairement à titre de témoignage de la destruction, et tout le reste a disparu, il n'y a plus rien, plus de village. Voilà une photographie de la ruine de cette église qui est entretenue dans son état de ruine par l'architecte des bâtiments de France, les architectes des bâtiments de France qui se succèdent depuis 1918-19. Le site d'ailleurs va faire l'objet d'une protection particulière, je vais y revenir. Et on va construire donc cette immense nécropole. Alors vous voyez, j'aime bien cette carte postale, enfin j'aime bien, façon de parler, c'est esthétisant, mais vous voyez que ça montre cette idée d'une rationalité totale, de cette équidistance, et puis il y a cette silhouette qui se projette de cette tour-lanterne qui fait un peu froid dans le dos. On est sur un site évidemment d'une puissance et d'une violence terrible. Néanmoins, la nature reconquiert toujours ses droits. Et vous voyez, après toutes ces... Je vous ai épargné, j'ai beaucoup de photos de ces sites dévastés ou des photographies aériennes, on voit encore des traces de tranchées, enfin toutes sortes de choses. Eh bien, néanmoins, la nature reprend ses droits. Et vous voyez qu'ici, tout ce terrain qui a été labouré où il n'y avait plus rien, vous voyez la tour-lanterne, la basilique, la tour-lanterne qui s'élève à plus de 50 mètres de hauteur, la basilique, et puis le cimetière à proprement parler, où se trouvent réunis, y compris dans l'ossuaire, plus de 44 000 corps morts. Et donc, c'est évidemment un élément très impressionnant. C'est totalement différent de ce que font les Britanniques, qui gardent les soldats morts ou les troupes tuées au sol localement. Ils ne regroupent pas. Les Français ont voulu regrouper tous ceux qui sont morts durant ces batailles, pas uniquement là, en plus. C'est très compliqué, je ne développe pas. Voilà, donc la nature reconquiert ses droits. Et la nuit, on découvre ce qu'est cette tour-lanterne. Cette tour-lanterne, elle tourne. Elle a une sorte de système de lumière artificielle qui tourne et qui est, par beau temps, visible jusqu'à l'île et jusqu'à la mer. C'était une sorte de phare qui rappelle ce qui s'est passé à cet endroit. Ça a été remis en fonctionnement à l'occasion du centenaire de 2014. Et évidemment, on a une autre lecture de paysage. Alors, du point de vue des protections, eh bien, c'est intéressant. Là, c'est la parcelle où se trouve l'église qui est protégée au titre des monuments historiques, donc rayon de 500 mètres. Et puis tout le reste, c'est des protections au titre des sites. Et vous voyez que la nécropole est protégée.
et vous voyez que le terrain sur lequel je vais construire l'anneau était également protégé. Donc on est sur un haut de colline qui est entièrement protégé, mais ses abords aussi, et donc avec plusieurs types de protection qui ne se recouvrent pas tout à fait, mais enfin qui ont des incidences. Les premières idées viennent vite, et l'idée c'est de réunir, alors la commande c'est 600 000 noms de toutes les nationalités qui sont tombées dans le Nord et le Pas-de-Calais, donc des Allemands, des Britanniques, des Français, mais bien au-delà, puisque ça représente plus de 42 nationalités, réunies selon le strict ordre alphabétique, sans distinction de grade, de religion, d'année de naissance ou d'année de mort, donc des noms classés par ordre alphabétique. Et pour les réunir, il fallait évidemment réussir à travailler avec ce site. La liberté de la forme était totale, mais il fallait travailler avec ce monument extrêmement imposant, extrêmement puissant, et savoir trouver une place et effectivement, je pense, essayer de rechercher une forme de sérénité, puisque c'est une manière de réunir et de tourner une page, en quelque sorte, sans oublier pour autant. Donc, une maquette. Alors, évidemment, dans les outils qu'on peut utiliser, y compris dans un concours, on fait une maquette du site. La parcelle sur laquelle on peut s'implanter parce que l'État l'a transférée à la région, c'est une parcelle qui est à peu près comme ça. Voilà. Vous avez cette emprise, et là, vous avez une route, et là, vous avez un chemin de grande randonnée. Et donc, sur cette emprise, à vous de jouer pour faire un monument qui réunit 600 000 noms qui devront être gravés dans une police de caractère importante pour être lisible. Au passage, on travaillera avec un typographe qui s'appelle Pierre Di Giulio, qui créera une police de caractère qui sera adaptée à la lecture de jour et de nuit. Et l'état du projet... j'ai été trop loin. Voilà. L'état du projet, au moment du concours, on fait cette petite maquette en carton parce qu'on cherche à vérifier plusieurs choses. D'abord, je voulais travailler avec la topographie. Donc, je veux travailler avec la topographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour signifier la puissance de ce moment, il fallait être capable, de mon point de vue, de provoquer un effet de sidération. Ensuite, il fallait être capable de provoquer un sentiment très fort, pas une forme d'insécurité, mais le fait de pouvoir, en quelque sorte, marcher au-dessus du vide pour avoir une forme d'appréhension personnelle de la situation, si je puis dire. Et pour cela, j'ai imaginé une forme continue, à l'intérieur de laquelle on rentre depuis un parvis, mais qui n'est pas une forme fermée, c'est-à-dire que si je suis promeneur, je peux aussi accéder par le bas. Et ça, c'était d'ailleurs dans le cahier des charges, c'était de faire comme les cimetières britanniques, c'est-à-dire ils sont toujours ouverts et ils ne sont jamais vandalisés, paradoxalement. Donc un cimetière, un monument ouvert, un monument international à côté d'une nécropole nationale, ouvert et qui permettent à l'intérieur de déployer tous les noms. Voilà le plan rendu au moment de ce concours, et où on voit bien l'ambition aussi, qui est de pouvoir à la fois jouer de la topographie, donc de marcher en quelque sorte au-dessus de vide, de relier deux points, mais aussi de surplomber, d'être au-dessus de ce chemin de grande randonnée, et que les promeneurs, en quelque sorte, soient attirés et découvrent au-dessus de leur tête cet ouvrage. Et j'ai utilisé ce terme-là de l'art et de la nature, qui est la manière, vous savez, qu'ont les ingénieurs de réfléchir leur projet, c'est-à-dire ils considèrent ce que la nature met à leur disposition. Je parle des ingénieurs au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les ingénieurs militaires, et de l'autre côté, ils considèrent ce qu'ils vont devoir être obligés de faire par art, au sens de l'artificiel et du naturel. Donc c'est toujours une recherche d'économie et de moyens et de logique d'insertion dans un site qui est importante. Un autre élément était très important pour moi, à mes yeux, c'est que quand on se trouve sur le parvis, il faut qu'on garde la lecture du grand paysage au-delà. D'où l'idée, évidemment, que cette forme elliptique n'allait pas être un élément vertical, mais au contraire très horizontal, et que aussi il y avait une forme d'humilité, en quelque sorte, à ne pas dépasser le niveau de ces croix quand on est sur ce parvis. Je dis bien les croix parce que certains gardes d'honneur, puisqu'il y a une association qui s'appelle les gardes d'honneur qui gardent la nécropole, le terrain ensuite descendent et ils me disent toujours oui, mais alors ces croix-là, elles sont quand même un peu en bas par rapport... Bon, voilà. Bon, après, vous savez, vous rentrez dans la discussion. Le monument ne dépasse pas la ligne formée par le sommet des croix. C'est quand vous vous trouvez sur cette esplanade, si vous y allez, vous pourrez penser à moi. Voilà. Et donc, l'idée est finalement qu'à l'extérieur, rien ne soit exprimé, que ce soit un ouvrage silencieux, qu'ensuite on y accède par cette espèce de saignée dans la terre, et qu'à l'intérieur, on ait
des panneaux sur lesquels vont être présentés les noms gravés. Voilà les panneaux en question. Donc il y a à peu près 500 panneaux qui portent chacun 1200 noms, classés dans le strict ordre alphabétique. Le premier nom est un nom népalais, quelqu'un qui était dans l'armée britannique, à tête. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'on est dans une guerre mondiale et internationale avec les puissances, avec leurs empires coloniaux. Et on est tout de suite saisi. Pour pouvoir réunir ces éléments-là, pour pouvoir aussi donner une forme d'intimité à quelque chose d'énorme, les pages du livre sont évidemment quelque chose que vous voyez représenter dans cette deuxième maquette où on a commencé à travailler sur ça, à se dire comment ça peut fonctionner avec le typographe, comment on arrive à caler les lettres et ainsi de suite. Je vous passe les détails. Et puis ensuite, l'idée que pour fabriquer ça, il faut utiliser un matériau spécial. Alors toujours des petits croquis, hein, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qu'on peut avoir dans la poche et qu'on peut faire un peu à tout moment. Des petits croquis pour essayer de réfléchir à ces choses-là. Évidemment, l'outil de la modélisation 3D n'est pas acheté au chien, loin s'en faut, parce qu'il nous permet de tester des choses, il nous permet de les vérifier. Simplement, je pense qu'on ne peut pas faire ça en direct. On est quand même obligé de passer par cette étape-là avant de modéliser. Et puis l'idée, c'est un ouvrage qui va être en béton fibré à ultra haute performance parce qu'il y a des efforts de torsion considérables et que pour y résister, il n'y a que ces bétons fibrés qui en sont capables. Et enfin, une préfabrication totale compte tenu du calendrier qui est très très court et qui fait que le chantier doit se dérouler en 9 mois. Donc une préfabrication totale de ces éléments. Voilà le noir et rouge, le plan noir et rouge avec la nécropole, la ville des morts, la ville qui a été reconstruite a posteriori, vous savez, c'est ce qu'on appelait la zone rouge, qui normalement était inreconstructible, mais en fait les populations locales sont beaucoup bagarrées pour revenir sur leurs terres, donc elles ont fini par obtenir gain de cause, et elles ont fini par reconstruire parce qu'il n'y avait absolument plus rien. Donc, mis à part les ruines de cette église que je vous ai montré tout à l'heure, et donc l'anneau qui prend sa place ici. Alors aussi, dans les méthodes, moi j'aime bien, alors il y a les prototypes très sophistiqués, mais il y a aussi des choses très simples qui consistent à planter des piquets pour repérer les choses. D'ailleurs, normalement, tout architecte qui se respecte, quand il démarre un chantier, il devrait piqueter le terrain pour repérer très précisément l'implantation de sa construction, au passage. Là, c'était plutôt parce que vous êtes en maquette, vous êtes en ordinateur, vous êtes en... Mais qu'est-ce que ça va donner quand on va y être? Vous savez, on se posait la question avec l'équipe avec qui je travaillais, on se disait toujours, mais est-ce que ça va être grand, est-ce que ça va être petit? C'est très très difficile la question de l'échelle. Et rien ne vaut une série de piquets. On a fait découper une série de piquets par un charpentier. Et puis on les a fait planter, et puis on est venu voir, parce que moi je voulais voir avant que les travaux lourds commencent. Et ça, je pense que cet aller-retour entre les études et le terrain, c'est quelque chose d'indispensable pour trouver la place exacte. Alors vous me direz, on a fait un permis de construire, bien évidemment. Mais voilà, moi je me disais, il vaut mieux qu'on fasse ça, on saura où on va, on n'aura pas de surprise, on saura exactement où on est. Alors on était accompagné des géomètres d'ailleurs, parce que le montage de l'ouvrage nécessitait d'avoir un géomètre qui accompagne la mise en place des éléments de préfabrication. Donc c'était quand même très sophistiqué, mais tout ça pour dire que des techniques très simples permettent parfois de visualiser. De même que l'ouvrage, on en a fait des prototypes, ce qui a permis de tester les choses, ce qui a permis de dialoguer avec des entreprises en amont de l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'on a fait, le conseil régional a fait volontairement un appel d'offres juste pour faire des prototypes. On a fait ces prototypes, on savait que c'était réalisable. Ensuite, on a lancé un appel d'offres et là, les entreprises ne peuvent pas vous dire « Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça coûte plus cher. Ah, vous n'avez pas prévu ça. » Donc là, on cadre les choses. Et je ne vous montrerai pas ça parce que c'est de la question de construction plutôt, mais ça nous a permis ensuite de dérouler vraiment le processus. Et ça, c'est très important. Alors, il y a différentes façons de faire les choses, mais par exemple, rien que l'implantation, c'était quelque chose d'important, de visuel et qui nous a permis de comprendre. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes sur le parvis et vous voyez toujours la plaine de l'Artois. Vous voyez que l'ouvrage, il joue de la topographie, donc il est légèrement enfoncé dans le sol. On y descend par cette forme en courbe et on va y arriver. Et d'un seul coup, on découvre tous ces noms. Donc il y a cet effet de sidération qui est très fort. Les Britanniques parlent de blizzard de noms, parce qu'il faut dire que dans cet anneau, il y a surtout une majorité de gens du Commonwealth, puisque le front, à partir de 1916, de la mer du Nord jusqu'à la Champagne, est tenu par les forces du Commonwealth. Donc, beaucoup de noms de Britanniques, de
de Canadiens, d'Australiens, de Néo-Zélandais, des gens qui viennent d'Inde, de Chine, enfin du monde entier. Et évidemment, ce blizzard de noms, il est très impressionnant. Alors, le rapport du dedans au dehors, j'en ai parlé quant à l'accès. Maintenant, les vues. Pourquoi une fenêtre là et pourquoi une fenêtre là-bas que vous ne voyez pas? Parce que je voulais que, une fois qu'on est à l'intérieur, on découvre la cause de tout ça, c'est-à-dire qu'on a une vue sur le territoire de Lens avec les terris, donc on voit l'exploitation minière, et de l'autre côté, on voit l'église d'Ablain-Saint-Nazaire, cette église en ruine. Alors on la voit quand les arbres n'ont pas leurs feuilles, l'été on ne la voit pas, mais bon, on ne peut pas faire couper les arbres comme ça sur un site protégé, ça ne se fait pas. Et autre chose évidemment importante, c'est que vous voyez la basilique et la tour-lanterne, finalement, elles sont, et ça c'était un peu une agréable surprise, elles dialoguent en fait. Ces deux monuments dialoguent ensemble, d'abord parce que l'un s'impose par sa verticalité, l'autre par son horizontalité. Ils n'entrent pas dans une forme de concurrence, de compétition. Les matériaux sont très différenciés. Évidemment, on a ces ouvrages qui sont blancs, cet ouvrage qui à l'extérieur est gris sombre, couleur orage d'acier, vous connaissez ce texte magnifique. Et puis, à l'intérieur, on a ces panneaux qui sont en inox, qui accrochent la lumière et sur lesquels les noms sont bien lisibles parce que le matériau est au naturel. Un lieu qui est visible de nuit, visitable de nuit, avec cette tour-lanterne et ces noms qui sont exposés. Et puis ce porte-à-faux, que je ne vous ai pas tellement montré parce que ce n'était pas le sujet, mais qui, vous voyez, passe au-dessus de ce chemin. Donc vous comprenez l'importance du calage de la forme très précise. Ça nécessitait des piquetages préalables. On en a fait d'autres que celui, le premier, avec les piquets en bois, des repérages. C'était très important. Et enfin, une vue depuis la tour-lanterne. Vous voyez cette plaine gigantesque. Alors, Béatrice disait très gentiment qu'on s'en sentait apaisé. Je pense qu'on se sent apaisé aussi, et j'ai trouvé ça dans le dialogue entre Romain Rolland et Sigmund Freud, figurez-vous, où il parle du sentiment océanique. Alors, qu'est-ce que c'est que le sentiment océanique? Tous ceux qui sont allés au bord de l'océan ou de la mer l'ont vécu. On se sent en général bien. On a un horizon qui est très vaste. En fait, c'est notre cerveau qui travaille tout seul. Il y a une vision de l'infini, mais d'infini qui a une limite, et dans lequel on entre un peu en relation avec l'univers, toute proportion gardée. Donc on est dans un rapport à l'espace qui est très particulier. Et je pense que ça joue beaucoup. Alors là, on est en haut de la tour-lanterne, mais quand vous êtes là, ou quand vous regardez à travers la fenêtre, ou quand vous êtes aux abords, vous avez cette gigantesque plaine qui est devant vous et qui a un effet évidemment très fort. Et là, pour vous montrer la vision, vous voyez ici ces terris, vous voyez la ville de Lens, et on voit les terris au lointain. On voit ici tout ce qui est boisé, et on découvre donc ce rapport entre ces trois édifices, si je puis dire, cette tour, cette basilique et cet anneau, et puis ce champ qui est constitué par ces tombes et ces alignements de ce cimetière. Et évidemment, les uns essayent de trouver la juste place par rapport aux autres, enfin plutôt l'anneau, pour trouver sa place de l'autre côté de cette rue, en étant belvédère, en se faisant discret et en même temps puissant du point de vue de l'émotion. Je crois que c'était la dernière image. Ah oui, non, voilà. Ah oui, pour autre chose, parce que souvent on me dit, mais comment vous avez eu cette idée? Alors j'aime bien citer cette phrase de Bernard Croisy, qui est neuropsychologue, qui dit la chose suivante: l'intuition n'est pas un acte magique. Parce que je me suis longtemps demandé comment j'avais eu cette idée. Parce que les projets patrimoniaux, on travaille très longtemps, parce qu'on analyse la fenêtre, on analyse la porte, on se pose 1000 questions. Donc c'est pas laborieux, parce qu'on peut y trouver un plaisir, mais c'est long. Et là, c'est une idée. Et je trouve que c'est très très juste ce qu'il raconte, une sorte de raisonnement ultra rapide. Vous allez si vite du problème à la solution que vous n'êtes pas conscient du processus intermédiaire. Vous avez donc l'impression de ne pas avoir pensé. En fait, votre cerveau a tout simplement relié des éléments connus. Voilà, je trouve que c'est l'idée de l'intuition, c'est admirablement dit par quelqu'un qui travaille sur le cerveau, qui donc, je pense, a quelques idées assez précises là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long par rapport à votre timing. Merci.